Eh bien, le bonjour. Donc, je fais une petite introduction pour une fois en aparté donc de cette vidéo que vous allez suivre de l'interview d'Alex Sam. On s'est un peu perdu sur cette vidéo puisqu'on avait un objectif, un fil rouge, et en fait, on l'a complètement paumé. On pensait faire une vidéo d'une petite heure, elle a duré 3 heures. Voilà pourquoi je fais cette introduction. Donc, l'histoire, c'est que Alex Sam, Alexander Samuel, hein, est quelqu'un de passionnant. Et donc, on s'est un peu perdu. On a vraiment développé beaucoup de choses, plus qu'on ne voulait le faire, et tant mieux. Et ça restera comme ça, hein. J'aurais pu couper et prendre ce qui m'intéressait, mais non. On va vous mettre l'intégralité de cette interview, donc qui dure 3 heures, et que donc je vais découper en parties, 3 parties d'une heure environ, tout simplement. Je me fais un petit disclaimer sur cette vidéo, puisque justement c'est l'interview d'Alexander Samuel. C'est donc son parcours, sa vision, ses opinions. Voilà, donc c'est important quand même de le dire. Moi je trouvais ça passionnant, c'est un personnage vraiment passionnant. Après, tout ce qu'il y aura dans la vidéo, il est responsable et maître de ses opinions et de ses propos. D'ailleurs, notamment sur la partie scientifique, il en parle, hein, puisqu'il dit bien lui-même qu'il aimerait bien avoir des avis de toxicologues, notamment pour la partie grenade lacrymogène. Mais vous verrez dans la vidéo, ça s'explique. Mais je tenais à dire voilà, que euh, on n'était pas là pour voir s'il avait raison ou tort sur plein de sujets, hein. C'est pas de ma compétence, je n'en suis absolument pas compétent, et c'est vrai qu'on a un peu perdu le fil de ce qu'on voulait faire au début, mais après tout ce qu'il nous a dit était quand même tellement super intéressant. Il a un parcours tellement atypique qu'on s'est dit qu'après tout, c'est pas plus mal, et donc on a décidé de garder l'intégralité de l'interview telle qu'elle a été prise. Voilà, la seule chose qui a été coupée, c'est les petits ratés, les blancs, les machins, des toutes petites coupures de quelques secondes. Et donc voilà. Donc c'était important de bien dire ça au début de cette vidéo, d'où cette intro pour une fois. On n'a jamais fait d'intro comme ça sur les vidéos. Voilà, donc vous aurez la première partie qui suit ici, et donc il y aura 2 autres parties, hein, 3 fois 1 heure grosso modo, d'Alexander Samuel, qui est vraiment, je le répète, passionnant. Son parcours est passionnant. Voilà, allez, c'est parti. Alors, je profite aussi de cette intro, du coup, pour faire une petite dédicace personnelle, puisque pour ceux qui nous suivent, donc vous le savez, mais la branche autodéfense intellectuelle de notre association d'autodéfense, qui était prévue dans les statuts, mais qui n'avait jamais été mis en place depuis 2014, a vu le jour suite justement à des complications de relations avec mon frère notamment, qui est un gilet jaune actif, et dont j'ai vu le basculement un peu à la fois dans la désinformation, dans les filets des désinformateurs professionnels, dans le filet des antivax. Ça me peine vraiment, vraiment beaucoup. Mais je dédicace donc cette vidéo à mon frère, mais aussi à mes amis Agnès, Jean-Charles. Je vous fais de gros bisous. Dédicace à vous aussi, hein, qui étaient des gilets jaunes de la première heure. Je pense que vous, je vous en ai un peu parlé, mais je pense que vous n'avez pas suivi vraiment tous les débordements, toutes les récupérations politiques, idéologiques dont les Gilets jaunes ont fait l'objet, puisque forcément, c'était des réseaux organisés. Donc les infiltrés étaient très intéressants, et ça a été plutôt bien fait par pas mal de secteurs idéologiques. Et ça, malheureusement, je pense que ça a été préjudiciable au mouvement, notamment la bascule pour certains d'entre eux dans le complotisme, avec malheureusement l'arrivée de la crise sanitaire. Voilà, petite dédicace personnelle, c'est une première fois aussi. Je vous embrasse. Ok, allez, bonjour la commu, bienvenue sur cet entretien débat où nous recevons Alexander Samuel, que je laisserai se présenter après. Et cet entretien débat se fait exceptionnellement pour la première fois avec un autre invité, qui est donc, pour ceux qui suivent la page, vous le savez bien, Yanis Malo, Debunk Zone, le poète debunker, je crois que j'avais marqué dans son entretien débat à lui, et qui va donc prendre en main cette interview. Dès maintenant. Dès maintenant. Alors, bonjour Stéphane et bonjour Alex. Alors, Alexander Samuel, qui est
qui est Alexander Samuel? Alors, je fais cette présentation, tu m'arrêtes si je me trompe ou si je dis n'importe quoi. Donc, tu es un professeur dans un lycée de Nice, mais tu es biologiste de formation. Tu as travaillé notamment dans la recherche pendant quelques années. Tu as été gilet jaune également. Tu as eu un parcours, tu as notamment démontré via une étude la dangerosité des gaz lacrymogènes. Tu as également été une personne très impliquée lors de la crise du Covid dans la lutte contre la désinformation liée justement au Covid. Et je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel. Tu m'arrêtes ou tu Oui, me... c'est bon, hein, c'est bien d'être succinct, faut pas trop en dire non plus. Ouais. Pas de révélation. Voilà. Donc on va commencer en parlant justement, on va peut-être commencer par ton parcours dans les Gilets jaunes, comment c'est arrivé, comment tu as vécu le mouvement, comment tu en es arrivé aussi avec cette étude sur les gaz lacrymogènes en plein essor de ce mouvement. Donc voilà, la parole est à toi. Oui, alors je viens d'un contexte où il y avait une forte défiance envers les médias. Donc souvent, il y a un esprit critique qui est développé envers les médias. Et moi, je trouvais que les médias, comme on dit mainstream ou les grands médias, étaient un peu trop, on leur accordait un peu trop de confiance. Et je pense que c'était surtout la guerre en Irak qui a créé la séparation en fait, de la population avec ça. Et donc j'étais formateur au CLEMI, donc au Centre de liaison d'éducation aux médias à l'information à l'Académie de Nice. Et dans mes formations, je trouvais ça intéressant justement de montrer que la désinformation n'était pas seulement issue des réseaux de désinformation ou de réinformation, comme certains les appellent d'ailleurs. Donc je montrais évidemment ces réseaux-là, parce que je m'intéressais beaucoup à ce qui était la complosphère d'extrême droite, hein, tout ce qui est Soral, etc. Donc ça, je le pointais évidemment. Mais je m'intéressais aussi à la désinformation qui était institutionnelle. Parce que parfois, une institution va mentir et le journaliste ne va pas faire un travail d'enquête, mais va juste relayer sa parole. Et je trouvais ça intéressant de présenter un peu ces choses-là aux élèves et donc de montrer que c'est pas parce que c'est écrit dans un grand journal que c'est la vérité. Le grand journal, généralement, ne ment pas. Il relaie une parole. Mais est-ce que la parole est fiable ou pas? Eh ben, c'est pas parce que ça vient d'une institution que c'est toujours fiable. Donc, c'était Alors, un peu ce genre de discours que j'avais, ouais. je me permets, je t'ai dit, on coupera parce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans ces formats. On se coupe dès qu'on a une idée, justement pour ne pas perdre le fil. Donc, déjà, une première chose, donc, la présentation a été faite par Yanis, il n'y a pas de souci. Par contre, en plus d'être professeur, tu es aussi docteur en Oui, j'ai un biologie. doctorat, ouais. Doctorat en biologie moléculaire. C'est assez important pour la suite qui va arriver derrière. Ce que j'ai envie de dire là, c'est pour réagir au point là, est-ce qu'on peut dire les médias mentent? Alors, il y a sûrement eu des mensonges. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, est-ce que c'est pas plus, dans la généralité, je veux dire, plus probable de dire ils sont faillibles? Alors déjà, je disais pas qu'ils mentent, hein, je disais justement qu'ils sont faillibles. Il y a une défiance, non seulement qu'ils sont faillibles, mais qu'en plus, ils font souvent que le travail de relayer le message d'une institution, comme je disais tout à l'heure. Or, l'institution, ils lui font confiance aveuglément. Et j'ai vu ça plus tard, j'y reviendrai sur les Gilets jaunes. Lorsqu'il y a une affaire de violence policière, c'est systématiquement le préfet qui n'était pas présent ou le syndicaliste qui n'était pas présent dont la parole est relayée principalement. Et ce syndicaliste va très souvent mentir parce qu'il y a un intérêt évidemment du syndicat. Les syndicats de police Alliance, par exemple, les sociologues étudient ça énormément, hein. Les syndicats de police ont une tradition de couvrir les actes de violence policière. Donc systématiquement, le journaliste, il cherche à faire le pour et le contre. Et je pense que c'est un travers aussi de toujours vouloir faire le pour et le contre sur certains sujets. Il n'y a pas de pour et contre. Sur certains sujets, il y a des faits objectifs, il s'est passé un truc et on ne peut pas le contester. C'est surtout que si on fait appel à un pro d'un camp, quel qu'il soit, il va défendre son camp. Exactement, voilà. Et si on fait appel à l'artiste, ça joue il toujours. va dire exactement l'inverse. Voilà. Donc je pense que j'y reviendrai, mais j'étais dans un climat, on va dire, moi-même personnellement, de légère défiance envers les médias, mais j'étais pas du tout dans un climat hostile non plus aux médias, hein. J'avais quand même, je faisais davantage confiance, on va dire, au journal télévisé de France 2 qu'à Égalité et Réconciliation. Mais heureusement. Mais j'avais quand même le petit doute de me dire non, mais je suis pas toujours content de ce que fait le journal de France 2. Et puis est arrivée donc la crise des Gilets jaunes. J'ai été très éloigné de tout ça.
C'était en octobre-novembre 2018. Et donc, je l'ai vu par le spectre des médias uniquement. Et je me suis dit, non mais attendez, les gens, ils vont. Moi, je suis allé dans la rue pour plein de trucs. Moi, je suis un militant de longue date, j'ai fait plein de manifs. Pourquoi ils vont dans la rue pour contester un truc écologique là? Il y a tellement pire qui se passe, de choses où j'ai envie de me mobiliser. Pourquoi est-ce que c'est la mesure qui est finalement est écologique, c'était une taxe sur le carburant, qui va être le gros truc de contestation énorme? Ça m'a énervé. Et du coup, j'étais pas très solidaire des Gilets jaunes, je râlais contre eux. Et j'allais chercher dans les médias ce qui allait un peu dans mon sens. Donc j'ai trouvé très vite des migrants qui se sont fait arrêter à un rond-point. Ah, on peut faire ça, on peut aller chercher des infos qui Ah nous bah plaisent bien dans les toujours, médias. évidemment, Je évidemment, ne savais pas. On est tous évidemment. sujets à ce biais, hein. Donc évidemment, moi je trouve tout de suite les migrants qui se font arrêter par des gilets jaunes à un rond-point, qui se font balancer à la police. Je trouve, alors je sais plus si c'était un maire ou en tout cas quelqu'un qui était homosexuel qui se fait agresser de manière homophobe à un rond-point dans le sud. Je trouve Le plein de soutien de petits articles de Dupont-Aignan avec Le presse. Pen aussi. Ouais. Donc j'ai vu plein de petits articles, ouais. Donc ça m'a, donc j'étais vachement hostile au mouvement en fait. Et puis Bah, il y a des choses perso qui me sont tombées dessus. Choses de la vie qui ont fait que j'ai cherché à renouer le contact avec des anciens potes pour ressortir, refaire un peu la fête, revoir des amis. Et ils faisaient les gilets jaunes. Et là, je leur dis, ouais, je suis pas trop fan de votre truc, mais si vous voulez, bah, je veux bien, j'aimerais bien qu'on se revoie, donc on pourrait se faire une soirée quand même. Et là, ils me disent, non, mais je veux que tu vois de tes yeux la chose, les médias, ils mentent, machin, machin. Viens en manif, regarde de tes yeux, tu verras qu'il n'y a pas que des fachos, et ensuite, on se fait une soirée ensemble. J'ai Alors, dit, ouais. excuse-moi, je te coupe là parce que c'est important ce que tu dis. Alors Yanis, je t'ai entendu réagir. Tu as réagi sur quoi, excuse-moi? alors, j'ai vécu à peu près la même chose qu'Alexander, c'est que moi, je suis pas arrivé dès le premier jour au Gilet jaune, et j'avais vu au départ, je croyais que ce mouvement était un mouvement d'extrême droite, parce que il était soutenu principalement par Le Pen, par Dupont-Aignan. Bon, ensuite, il a été soutenu par Mélenchon et d'autres partis de gauche. Mais aussi parce que j'ai vu les Gilets jaunes arrêter des migrants. Effectivement, je trouvais un peu idiot de contester la montée la taxe sur le carburant, qui était une mesure écologique, effectivement. Mais je suis arrivé bien après, justement, quand on a commencé à me dire, mais non, c'est pas ce que tu crois. Et je me suis dit, bah, je vais aller me faire mon opinion moi-même. Et effectivement, il n'y a pas que du facho, il y a aussi du gaucho, il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément, je vais pas dire d'opinion politique, mais qui n'ont pas un attachement idéologique à un parti ou à une idéologie quelconque, qui sont juste là pour défendre, c'était, en fait, ils sont descendus dans la rue, mais c'était bien au-delà de la critique de cette taxe au final quand on regarde. Il y avait la Alors ça question du pouvoir dépend, d'achat. excuse-moi Yannick, mais ça dépend peut-être du moment dont on parle là. Parce Ouais, que Alexander, il a un peu avancé dans les moments. Hein, il a ouais. parlé de ses doutes au début, mais après, on sait que le mouvement, il a évolué. Donc ça dépend en fait de quel moment on parle. Bah, moi, je suis arrivé 10 jours après le début du mouvement. Le mouvement a commencé le 17 novembre 2018. Moi, je suis arrivé dans même pas 10 jours, 9 jours après, le 26 novembre. D'accord. Et toi, Alexander, quand tu as découvert ce... Alors, quand tu étais en opposition, c'était un peu au début. Voilà, c'était novembre, décembre, janvier, février. Voilà. Et j'ai même une intervention publique en février où je vais présenter. Alors, j'étais invité par le journal Le Point à donner une conférence au nom du Clémy pour Neuroplanète, qui est leur gros événement sur les D'accord. neuros, etc. Et ça m'a fait très chier parce que c'était la première fois que je faisais une intervention importante dans une conférence et la tête d'affiche, c'était Idriss Eberkan. Et j'avais déjà les boules que ce soit Idriss Eberkan. J'ai essayé de me retenir. Et j'avais très peur parce que je représentais je n'y allais pas en tant que moi, j'y allais en tant que Clémy. Ouais. Donc je me suis pas permis de tacler Idriss Aberkan. Je voulais, hein. Je voulais vraiment, je voulais y aller et dire qu'il y avait un Alors, problème avec l'événement excuse-moi, en soi. mais est-ce qu'à ce moment-là, toi, moi, ça m'importe ça. Est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu savais déjà qui était Idriss Ah oui, Aberkan? tout à fait. Bah, je suivais. Alors, la zététique, je me suis intéressé très tôt parce que j'étais à l'université de Nice quand j'ai fait La mes zététique, études. c'est une secte. Et oui, c'est une grosse secte. Bah, je m'y suis intéressé dès les années 2010, mais d'une façon un peu originale. C'est-à-dire que j'étais un gros opposant à la zététique dès le début. Je m'explique. Je suis arrivé à la fac de Nice en première année Mhm. de biologie, et il y avait une option zététique
avec oui, Henri Brock, avec Henri qui était Brock. le prof qui faisait les cours de zététique et qui était présenté comme celui qui avait inventé la discipline, ou en tout cas qui était Plutôt le qu'il a maître de la remis discipline. au Ouais. goût du jour, Ouais. voilà. En tout cas, le maître de cette discipline. Donc, tous les étudiants de Nice me disent c'est génial ces cours, tu vas adorer Alex, c'est ton truc, faut que tu y ailles, etc. Donc, je n'y connaissais rien, mais moi, comme je fais toujours, je me renseigne avant. Donc, je vais sur Internet, je tape zététique, je tombe sur cercle zététique, je tombe sur une page de Paul-Éric Blanru qui met une vidéo de Forisson qui explique que les chambres à gaz n'ont pas existé. Ouais. Je vais au premier cours de zététique, sans m'être inscrit à l'option, parce que j'ai décidé de boycotter, et j'écoute Henri Brock nous parler du doute, et qu'il faut douter. Et là, je ne connais pas la zététique, je suis naïf, hein, mais je me dis, quel salopard, le mec, il nous parle de doute, il fait le semblant d'être un scientifique, etc. Tout ça pour nous faire douter des chambres à gaz. Et donc, je me lève, et je gueule dans l'amphi, je dis, je m'oppose à la tenue de ce cours, c'est inadmissible de faire un cours dans l'unique but de nier l'existence des chambres à gaz, c'est inadmissible ce que vous faites, etc. etc. Et Henri Brock va me dire, jeune homme, je voudrais vous boire un café avec vous à la fin de l'heure. Et donc à la fin de l'heure, il vient me voir et puis il commence à discuter, à me raconter un peu plus en détail les problèmes qu'il avait avec Paul-Éric Blanru, le fait qu'il ne soutenait pas du tout ça, etc. etc. Donc voilà, c'était mon premier rapport, on va dire, à la zététique. Donc je connaissais la zététique de longue date. J'étais sur la tronche en biais, par exemple, petite anecdote rigolote. J'avais créé une assoce en fait à la fac. Mon objectif était de faire des conférences et des congrès scientifiques et des choses comme ça. Et j'essayais de lutter contre la logique des BDE, des Falluches et des trucs comme ça, qui sont des bureaux des étudiants, qui sont des assos qui font que la teuf, qui détournent souvent du pognon. Il y a des tas d'histoires de pognon. Alors moi, je suis allé dans les instances de l'université, j'ai vu comment du pognon était détourné carrément par ces instances. Donc, un exemple de ce qui est fait, tu organises une soirée étudiante, tu dis que tu demandes une subvention à l'université, tu reçois 10 000 € de l'université parce que c'est un fonds où les étudiants sont obligés de payer pour ça. Et ensuite, tu annonces que l'événement est gratuit, mais tu fais une entrée payante et tu pars avec la caisse. Voilà, ça c'est fait à Nice. Ça c'est fait à Ça marche Nice. comme ça dans certaines associations, malheureusement. Ouais, donc j'ai vu des choses comme ça se faire dans ces BDE et j'étais vraiment pas fan. Et moi, je voulais faire autre chose. Je voulais pas faire de la soirée. Je voulais faire des trucs conviviaux. Donc, j'avais fait un forum. Il n'y avait pas Facebook tellement à l'époque. J'avais fait un forum. Quand tu faisais des soirées, tu pouvais dire à tes potes, je vais dans le Vieux-Nice, on va dans un pub. Et puis, tous ceux qui y allaient pouvaient venir, quoi, histoire qu'il y ait une bonne ambiance. C'était à quelle époque, ça, C'était Alexandre? année 2010. Ah, donc l'essor Ouais. d'Internet, des réseaux sociaux en tout cas, n'était pas encore très développé. Ouais, c'était pas encore très développé. Donc, j'avais fait un forum. Moi, je m'y connaissais un peu en informatique, je savais programmer. J'avais foutu dans le forum, c'était une espèce de Facebook Lite maison pour l'université de Nice, quoi. Et j'avais fait un panneau d'affichage virtuel, donc je mettais tout ce qu'il y avait dans le panneau d'affichage officiel sur mon site. Et je mettais en plus ces infos que les profs nous disaient et que les secrétaires ne mettaient pas sur le panneau d'affichage. Donc j'étais plus complet que le panneau d'affichage. Et au final, je suis devenu en fait la référence, on va dire, de l'université de Nice, parce que les profs ne disaient même plus rien au secrétariat, ils allaient directement me voir moi. Et c'était mon site qui servait de panneau d'affichage et d'information, etc. Et donc, j'ai mis mes cours en ligne. Donc, tous les cours que je faisais, que je suivais, je les tapais, je les mettais en ligne et je les donnais en version. Alors, j'avais fait un wiki, mais il n'y a personne qui a contribué, donc du coup, je les ai mis en doc. Donc voilà, j'étais un peu collaboratif, tous ensemble, etc. etc. Et en créant un peu l'associatif, il n'y avait pas d'assaut de biologistes comme ça à la fac de Nice. En créant ça, j'ai formé un gars qui s'appelle Bastien, qui a repris l'assaut après moi et qui a invité la tronche en biais quand ils avaient fait que 2 vidéos. Ils venaient de se créer la chaîne, etc. Et ils ont fait une conférence à Alors Nice. là, on était vers 2014, parce que de Ouais. mémoire, la tronche en biais, c'est 2014 sur Ouais, YouTube. c'était par là, ouais. Et c'était génial parce que du coup, il m'a fait découvrir c'est lui qui m'a fait découvrir la tronche en biais. Il était fan de tout ça, il était un peu passionné comme moi de ces choses-là. Et donc, j'étais très content et il a développé son activité. C'est lui qui organise maintenant le Play Azure Festival à Nice. Vous avez entendu parler, c'est un gros festival de youtubeurs. Je garde un très bon contact avec lui. Bon, on se parle pas tous les jours, mais je garde un très bon souvenir en tout cas de l'esprit des blocs associatifs. Et donc c'est un peu par ce biais-là que j'ai. Alors, au début, j'ai la zététique, donc pour moi c'était Brock, et c'était ces choses-là. Et plus tard, j'ai eu un nouveau contact avec la tronche en biais à travers Bastien qui les a invités. Et donc très tôt, j'ai commencé à connaître leur activité. Donc j'ai été versé dans la zététique, et de ce fait, je connaissais Idriss Aberkane. Je suis très long dans ce que je raconte. Mais quand j'ai fait mon intervention en 2019 pour le Clémy au journal Le Point, Idriss Aberkane, j'avais une très nette idée de qui c'était.
Et ça m'a beaucoup emmerdé parce que j'intervenais avec Robert Namias dans une table ronde et Michel Cotta qui disait pourquoi est-ce que notre esprit croit-il ou aime-t-il les fake news? Donc j'avais envie de parler d'Aberkan, ça me démangeait quoi. Ça me démangeait énormément. Je me suis retenu parce qu'en tant que Clémy, je voulais pas griller l'Académie de Nice, faire des ennemis. Enfin, j'ai pas osé. Aujourd'hui, j'aurais osé. Clairement, je pense qu'il aurait fallu faire quelque chose. J'ai rien fait, j'étais timide. Je suis intervenu surtout sur les Gilets jaunes parce que justement, j'avais regardé un truc un peu technique qu'un pote m'avait envoyé. Nico, mon batteur dans mon groupe en plus. Je fais un petit clin d'œil. Il m'avait envoyé un super article sur un blog d'informaticien. Alors, il est informaticien, il bosse dans la programmation. Et il m'a montré un truc que je regarde encore aujourd'hui, que je trouve génial. C'est un gars qui est un peu hacker à côté, et qui a utilisé des outils qui s'appellent Twark et Gephi, qui permettent de faire de la représentation de réseaux sociaux et de comment les choses sont partagées, etc., etc. Et il a fait un texte qui s'intitule La France pourrait être en train de perdre sa première guerre de l'information. Et il a identifié pour le hashtag Gilet jaune, il a fait tourner son outil pendant 2 journées complètes. Et pendant les 2 journées, le hashtag Gilet jaune était partagé principalement par des comptes dont les heures d'activité correspondent aux heures de bureau russe, localisés en Russie, en Syrie et aux États-Unis, qui sont des comptes de propagande pro-Trump. Donc le hashtag Gilet jaune était majoritairement partagé par des comptes localisés en Syrie, en Russie et aux États-Unis par les pro-Trump. Ce qui indique, à mon sens, non pas qu'ils avaient organisé le mouvement des Gilets jaunes, comme certains complotistes l'auraient conclu immédiatement, dont Emmanuel Macron. Non, il y avait d'autres manières d'interpréter ces données. C'est tout simplement de considérer qu'il y a de l'astroturfing. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des conflits dans un pays étranger, la Russie adore faire ça. Elle va surfer sur ces conflits, exciter les deux camps et essayer de créer des tensions. Rappelons que c'est quand même les maîtres à penser ce qu'on appelle les usines à trolls. Voilà. Alors, il y a les Chinois qui sont très bons sur ça aussi. Alors, les Chinois, ils ont une autre tactique. Hein. Ils ont d'autres usines à trolls. Hein. Les Russes ont des opérations de désinformation et les Chinois ont des opérations de distraction. Et ils ciblent principalement leur population. Les Chinois, ce qu'ils font, il y a eu les One Centers, je crois qu'ils s'appelaient. Ils étaient payés 1 centime en gros pour faire leur truc. Et en fait, ils devaient faire un maximum de posts sur des événements dont on se fout complètement, genre la foire de la saucisse de telle ville. Et donc, du coup, quand il y avait un événement grave qui se produisait, l'événement qui buzzait, c'était la fête de la saucisse de la province de Guangdong, au fin fond du trou paumé de la Chine. Donc en fait, ça permettait de créer des contre-buzz sur des trucs insignifiants pour que l'événement majeur ne buzz pas. Donc ça, c'est des choses qui ont été documentées par la recherche, qui sont vachement intéressantes. Voilà, donc moi, je m'intéressais un peu à ces aspects-là des choses, et j'étais donc finalement très opposé aux Gilets jaunes en février 2019 encore. Et ce que j'ai raconté, c'est mars 2019. Mes potes qui me disent non, viens, regarde de tes yeux, etc., etc. Et je me prête au jeu. Je vais dans les manifs en mars 2019. Alors d'abord, je ne trouve pas le point de rendez-vous parce que c'était le bordel, clairement. Il y avait 4 points de rendez-vous différents, c'est chaos. J'étais étonné du chaos à quel point on était arrivé dans les manifs, quoi. Il n'y avait vraiment aucune organisation. Et c'était à dessein parce qu'en fait, j'ai tout de suite compris pourquoi. J'arrive à l'endroit, les gens étaient déjà nassés par la police. C'est-à-dire qu'il y avait 50 manifestants, il y avait 90 policiers, et les gens étaient encerclés, quoi. Ils ne pouvaient pas bouger. Et en fait, j'ai été directement aux premières loges, on va dire, de l'affaire Geneviève Leguet, qui est une vieille dame de 73 ans, qui a failli mourir, qui était dans le coma pendant 3 jours. Hein. On en a parlé beaucoup. Ouais, ça a été très médiatisé, ça a choqué les Gilets jaunes aussi. Et donc en fait, j'ai été mis en garde à vue parce que j'ai filmé comment le commissaire empêchait les street medics qui se trouvaient à 10 mètres de Geneviève Leguet de lui prodiguer les premiers soins. Et donc j'ai vu cette scène, j'ai dit au commissaire: «Excusez-moi, je crois que ce que vous faites est illégal, je préfère filmer dans le doute, je sais que j'ai le droit de filmer». J'ai sorti mon téléphone, j'ai filmé, je n'ai opposé aucune résistance, je n'ai opposé aucun problème, j'ai pas gêné, j'ai pas dérangé, j'ai filmé. Et le commissaire me pointe du doigt et là, je me fais mettre en garde à vue. Et là, je me suis dit, les droits fondamentaux ne sont pas respectés, il y a un problème en France, parce que ça paraît provoquant de filmer, je comprends, hein,
Mais c'est légal, on a le droit. Il ne peut pas, sur cette base-là, me mettre en garde à vue. Et donc, je me suis fait mettre en garde à vue. Et dans la cellule de garde à vue, j'ai discuté avec les Gilets jaunes qui m'ont raconté 24 heures. Enfin, il faut s'imaginer, la garde à vue, je ne savais pas ce que c'était. J'en avais jamais eu. Je savais par des racontars. Là, je découvre. C'est quelque chose, c'est une expérience. Je pense que si on l'a pas vécu, on peut pas s'imaginer ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de notion du temps. On nous enlève notre téléphone. On n'a plus de moyens de se défendre. Moi, mon téléphone était important pour moi pour filmer si jamais il se passe un truc, pour avoir des preuves. Oui. Là, je savais que je n'aurais aucune preuve de rien. Ils pouvaient me casser la gueule, je n'aurais pas eu de preuve. Et ils menaçaient de me casser la gueule. Les policiers n'ont aucun respect. Ils ne parlent pas d'une manière respectueuse. Ils ne disent pas bonjour monsieur. C'est que des gros mots, que des insultes. Je leur dis excusez-moi, j'ai un doctorat, je suis pour l'Académie de Nice responsable du Clémy. Je vous demande un minimum de respect. Ne me parlez pas comme ça. Je leur ai parlé comme ça. Je leur ai donné mon statut, etc. pour essayer de jouer de ça. Ils m'ont traité comme un chien. Ils m'ont insulté. Ils ont fait comme si je mentais. Ils m'ont menacé de me frapper. Ils m'ont empêché d'aller aux toilettes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de toilette dans la cellule. On est une dizaine de personnes. T'as pas envie de pisser parce que t'as 6 mètres carrés, t'as pas envie de pisser par terre parce que t'as les autres à côté. Et tu dis, il n'y a pas de sonnette, il n'y a rien, donc tu es obligé de tapoter un peu. Donc tu tapotes sur la porte, il t'ignore. Tu es obligé de crier fort. Tu cries fort, il te traite comme si tu étais un animal parce que tu cries fort. J'ai quand même crié fort en disant je veux aller aux toilettes, mais ils m'ont humilié, ils se sont moqués de moi. Et ça a duré des heures, et je n'ai pas le temps, j'ai aucune idée de combien de temps s'est écoulé, mais j'ai pas pu aller aux toilettes avant qu'ils me décident de prendre mon ADN. Et là aussi, ils nous mentent, nos droits ne sont pas respectés, parce qu'on a le droit à un avocat. Donc moi, je croyais que j'avais droit à un avocat. Sauf que lorsque j'ai vu l'OPJ, il m'a proposé mon avocat. Il m'a dit c'est gratuit, c'est vrai, mais si vous prenez un avocat, vous devez payer les frais de déplacement. Or, j'avais rien à me reprocher. Donc je me disais, mais je ne veux pas payer le moindre frais de déplacement d'un avocat si j'ai rien à me reprocher. Donc je lui ai dit, bah, je renonce à avoir un avocat. Et en fait, j'ai cru le policier qui me disait qu'il fallait payer des frais de déplacement, c'est totalement faux. Il n'y a aucun frais de déplacement à payer quand on prend un commis d'office. Mais le fait qu'ils me le disent, moi je lui fais confiance, j'ai pas le choix, j'ai pas internet, j'ai rien pour vérifier, j'ai pas le droit de vérifier. Ils m'ont déjà pris mes affaires, donc je ne peux pas vérifier. Je suis obligé de le croire, je le crois et je prends pas d'avocat. Et à côté, j'ai vécu d'autres gardes à vue. Hein. À côté de moi, sur une autre garde à vue, il y a quelqu'un qui avait Gilles de la Tourette. Le médecin passe, lui prescrit des médicaments. Les policiers ne lui donnent pas ces médicaments. Il crie, il dit je vais faire des crises toute la nuit, je vais dire des gros mots toute la nuit. S'il vous plaît, donnez-moi mes médicaments, ça me calme. Je suis très stressé. Les policiers se moquent de lui, l'insultent. Donc, c'est un traitement qui est inhumain et que j'ai vécu moi-même sur ma chair et que j'ai vu en cellule et que certains vivent au quotidien. Il y a des gens qui se prennent des gardes à vue quotidiennes parce qu'ils habitent le mauvais quartier ou qu'ils vivent dans telle ou telle cité, quoi. Donc, ça m'a vraiment profondément choqué, ça m'a retourné un petit peu de le vivre directement. Et du coup, j'ai discuté avec ces gilets jaunes qui me racontaient tout ce qu'ils avaient vécu déjà comme garde à vue, comme violence, etc., etc. Et là, je me suis dit qu'il y avait un problème, non pas de revendications sociales que je partageais pas nécessairement toutes, j'étais écolo, etc., mais tout simplement de traitement inhumain des personnes, de torture en quelque sorte. Parce que c'est de la torture de ne pas laisser quelqu'un aller aux toilettes. C'est pas de la torture grave, c'est pas la même chose qu'une grave torture, mais ça fait partie des tortures. En fait, il y a des classements des tortures. J'ai regardé Amnesty fait des choses comme ça. Et ça c'est le moment donc du coup où tu, entre guillemets, tu décides d'adhérer au mouvement des Gilets jaunes. Alors à ce Après, je moment-là, comprends. je décide de mettre un gilet jaune et je dis publiquement, je ne partage pas les revendications, je le mets en solidarité avec les gens qui se font maltraiter. Je refuse que l'on traite des êtres humains de cette façon-là dans mon pays, donc je mets un gilet jaune par solidarité avec eux et j'incite toutes les personnes qui ne sont pas gilets jaunes à mettre un gilet jaune symboliquement, non pas pour les revendications, mais pour les droits de l'homme et pour défendre les droits de ces personnes. Donc j'ai essayé de... Ouais. Excuse-moi, Yannick, n'hésite pas à reprendre le fil sur les Gilets jaunes. C'est pas moi qui vais le faire. Ah non, mais là, je suis totalement captivé par ce récit, parce que moi aussi, j'ai connu la garde à vue dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. C'est effectivement quelque chose d'inhumain, on bafoue nos droits, on nous respecte pas, on nous met dans une cellule crade. Enfin, moi, ça va, j'ai eu de la chance, ma collègue un peu moins. Elle a eu la cellule la plus dégueulasse,
paraît-il, selon les policiers, parce que c'est une femme et que du coup elle est plus fragile. Donc le sexisme de ces institutions m'a débecté aussi très, très fortement ce jour-là. Et comme toi, Alexander, je trouve que tout être humain devrait avoir droit à un minimum de dignité, y compris s'il est en tort et qu'il est en garde à vue, ou en tort ou non, ou qu'il est en garde à vue, parce qu'il y a des gens qui vont en garde à vue et qui sont parfois innocents. Ce qui était ton cas, toi tu étais dans ton droit en filmant ce qui se passait. Excuse-moi là, mais du coup je coupe. Il faut peut-être préciser qu'en fait une garde à vue, une garde à vue, tu n'es coupable de rien à ce Oui, moment-là. tu n'es coupable de rien. Une garde à vue, c'est une Rappelez mesure ça. qui effectivement permet à l'enquête de se faire, C'est qui ça. donne un certain temps pour enquêter, qui On empêche. te garde sous la main, quoi. On te garde sous la main. Et ce qui est intéressant, c'est que la garde à vue est dévoyée. C'est-à-dire que Alors, j'ai commencé à lire des bouquins de sociologie sur la police, sur le maintien de l'ordre. Il y a un sociologue qui s'appelle Olivier Filleul et qui a écrit un bouquin avec Della Porta, donc qui étudie les manifestations dans toute l'Europe. Je vous invite à regarder un peu ce genre de bibliographie, hein, ça peut être super intéressant. Qui étudie ça et qui regarde le fait que la garde à vue devient une mesure préventive en quelque sorte, qui permet aux policiers de mettre des gens, de les écarter des manifestations, de réduire les effectifs, de réduire l'envie d'aller manifester. Parce que finalement, si on risque une garde à vue, on a peur d'aller manifester. Donc c'est le droit fondamental de manifester qui est finalement contesté par le fait qu'on mette en garde à vue des gens qui n'ont rien à se reprocher, mais comme on sait qu'on va finir en garde à vue et qu'on n'a aucun droit et qu'on nous maltraite, bah on veut plus y aller parce qu'on risque quelque chose. Et je connais beaucoup de gilets jaunes. Alors, la garde à vue que j'ai vécue là sur cette affaire Le Gay, elle est très particulière. Ce jour-là, alors il y a eu entre 70 et 90, les sources varient, garde à vue. Dans ces gardes à vue, moi j'ai fait une vidéo parce que j'ai réussi à récupérer des vidéos de gens qui filmaient. Les policiers prenaient des gens, ils ont pris un touriste en chemise hawaïenne et en tongs. Ils ont pris un père de famille qui était assis à la terrasse d'un bar, d'un café, en train de boire avec ses 2 filles mineures. Il y a eu un article dans la presse, ça a été choquant parce que le père a été mis en cellule, il avait les clés de la maison et les 2 filles mineures étaient dehors. Et elles ne savaient pas où aller. Comment les policiers peuvent embarquer? Alors là, on sort bien du cadre, hein, et d'ailleurs, on va essayer de recentrer après parce que sinon on refait une vidéo spécialement sur la police. Mais en même temps, dans ce cas-là, j'inviterai des flics pour qu'il y ait un avis contradictoire parce que sinon, ça fait très à charge. Pour la zététique, c'est pas terrible. Ceci dit, là, pour le cas que tu expliques, quand tu es policier, tu peux embarquer quelqu'un et les 2 filles, elles sont là. Salut mademoiselle, joyeux Noël, bonne année. Ouais, ça paraît fou. Je t'enverrai l'article de presse. Il y a un article. Ça paraît fou à tout le monde. Ça paraît fou à nous ce comme matin. on dit ici, moi, ça m'espante complètement. Ouais. Quoi, et c'est quelque chose donc, où là, on a vraiment. J'avais ce sentiment d'injustice et donc cette solidarité qui s'est développée. Et en parallèle, j'ai commencé à fréquenter du coup les Gilets jaunes. Donc à la fois, je les défendais sur les procédures. J'ai dit, on va pas se laisser faire, il faut faire des procédures. Et donc, j'ai choisi d'aller par l'IGPN et j'ai découvert autre chose qui est présent dans les Gilets jaunes, étant donné qu'il y a une perte de confiance envers les institutions. Parce que lorsqu'on se fait mettre en garde à vue de manière arbitraire, etc., on ne sait plus à qui faire confiance. Et quand on doit porter plainte auprès de l'IGPN, qui est une structure qui est rattachée au ministère de l'Intérieur, la confiance est très très mitigée, surtout que il n'y a aucune procédure qui va au bout. Hein. C'est très très peu de condamnations sur l'IGPN. Ça, je renvoie aux travaux de David Dufresne, c'est détaillé. Hein. Et donc, on a une grosse défiance qui s'est installée par rapport à ces institutions. Et sur cette défiance s'est installée en fait une fraude, une arnaque. Il y a des tas de gens au sein du mouvement des Gilets jaunes qui ont créé des structures. Je vais en citer une qui s'appelle SOS ONU. SOS ONU est une association qui se prétend en lien avec l'ONU. Ils ont réussi à arnaquer BFM TV, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire croire à BFM et à passer à l'antenne de BFM avec un micro en disant « Nous avons une procédure spéciale sur la France au sein de l'ONU. J'ai remis une clé USB avec les scènes de violences policières à un officiel de l'ONU. Si vous subissez des violences, ne contactez pas l'IGPN, contactez SOS ONU, mon collectif. » Et donc, il y a des faux collectifs bidons. Alors, SOS ONU est par exemple géré par une médium voyante.
Voilà. Qui, Pardon. voilà, qui Elle était mitonne. peut-être en contact à distance avec l'ONU. Voilà, Hein. qui mitonnait sur son nom. J'ai réussi à identifier son vrai nom, je l'ai affiché. J'ai contacté l'ONU, j'ai téléphoné le siège de l'ONU. Je leur ai dit, excusez-moi, il y a cette personne qui prétend être en lien avec vous, est-ce que vous pouvez me confirmer? Ils m'ont envoyé un mail qui m'ont autorisé à rendre public où ils disaient qu'ils n'avaient aucun contact avec cette personne. Donc, il y a des gens qui vont profiter de cette détresse. Je ne sais pas quel est leur objectif. Se faire mousser, avoir de la visibilité, passer à la télé. Le fric et la popularité. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et qui vont créer des collectifs et dire, voilà, collectif anti-répression, collectif machin, collectif truc, et qui vont essayer de récupérer les gens qui sont victimes de violences policières. Cette personne a récupéré les dossiers médicaux de personnes qui ont perdu des yeux quand même. Hein. Je t'enverrai beaucoup de sources parce qu'en fait, sur SOS ONU, c'est un truc que j'ai fait exploser parce que SOS ONU m'ont diffamé dans la presse sur les gaz lacrymogènes et les journalistes AFP ont fait davantage confiance à la voyante médium qu'à 3 médecins et moi. Normal. Normal. Et donc, Normal, non, tu as dit que pharma. ils ont dit à propos des médecins que c'était des prétendus médecins, alors qu'ils avaient donné leur caducée de médecin aux journalistes, qu'ils avaient montré leur diplôme. Moi, j'ai montré mon diplôme aux journalistes, etc. Ils m'ont demandé mes diplômes. Hein. Ils étaient ultra méfiants. Depuis que je fais du debunking et compagnie, les journalistes, ils me demandent rien. Hein. Par contre, à l'époque, sur les gaz lacrymaux, ils me demandaient mon diplôme de doctorat. Il fallait que je l'envoie aux journalistes pour qu'ils sachent que j'ai un doctorat. Donc, euh, les médecins avaient montré vraiment pas de blanche, ils avaient tout montré aux journalistes. Les journalistes ont quand même fait un article à charge en disant prétendu médecin à propos de médecins et en disant qu'ils se faisaient passer pour des street medics, comme si les street medics étaient supérieurs à médecins et que c'était un ordre, etc. Tu parles là des médecins qui. Donc les médecins dont tu parles là, c'est les médecins qui intervenaient pour les prises de sang, pour les grenades Exactement, lacrymogènes. on y reviendra plus en détail plus tard. Mais en D'accord. tout cas, c'est quelque chose où cette voyante médium a fait une campagne de harcèlement contre moi et a contacté des journalistes et a été crue par les journalistes. Et elle a réussi à vraiment manipuler tout son monde. Et c'est assez hallucinant. Et si tu veux creuser ça en détail, je t'enverrai toutes les sources parce qu'en fait, les personnes de SOS. Donc moi, comme j'ai été diffamé, je me suis dit, plutôt que d'attaquer les journalistes, ils répondent pas, etc., je vais m'attaquer à la source. Et je vais montrer que cette source est foireuse. Et j'ai réussi à trouver son vrai nom, ce qu'elle faisait, comment elle arnaquait les gens, qu'elle était voyante médium, etc., etc. J'ai toutes les preuves. J'ai fourni ces preuves au collectif, aux membres de son collectif qui ont tous démissionné et qui ont ensuite raconté ce qu'ils faisaient, à quoi ils étaient poussés, etc. Donc il y a des vidéos de témoignages de 20-30 minutes de personnes qui étaient fragilisées psychologiquement et instrumentalisées, qui passaient leur samedi après-midi à regarder toutes les vidéos sur Internet, et leur rôle était dès qu'il y avait un blessé grave, d'aller le harceler pour qu'il donne son dossier médical à SOS ONU. Est-ce qu'on sait au final, c'était quoi l'objectif sur ces dossiers médicaux? C'était revendre les données? Je n'ai aucune idée de l'objectif final, c'est le seul truc que j'ai pas réussi à percer. Parce qu'on sait que ça existe, hein, ça, Voilà. qu'on peut revendre des données médicales, qu'il ne faut pas diffuser. Hein, Ça peut être de la revente de données médicales, ça peut être plein de choses. Je n'ai aucune idée. J'ai pas envie de faire le complotiste. Je suis tombé non, par hasard sur des choses qui non, m'ont et puis là, laissé il n'y a pas vraiment vraiment de complot, on très. parle d'une personne qui arnaque, on n'est pas vraiment. Ouais, on est sur quelque chose de très bizarre. Ce qui m'a vraiment rendu. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est que le vrai nom de cette personne, c'est Lily Lando, et que c'est la cousine de Bruno Julliard Lando, qui était à la mairie de Paris, qui était le président de l'UNEF avant et qui était haut placé à la mairie de Paris, et que elle se vantait. Alors, elle avait deux identités, donc elle avait Chirel David et Lily Lando. Chirel David étant son nom officiel pour SOS ONU, et Lily Lando étant son vrai nom de voyante médium, etc. Et sur Lily Lando, sur son compte, elle se présentait comme la nièce du juge qui a fait le procès Eichmann en Israël, et comme très proche, et elle partageait des choses très bizarres, un peu kabbalistiques. C'était pas une juive de confession juive classique, c'était quelqu'un qui était dans des genres de sectes juives, on va dire, pour être clair. Elle partageait des contenus. Alors moi, je suis pas très versé dans le judaïsme, je connais pas très bien, mais elle partageait des contenus qui, pour moi, ne relevaient pas du judaïsme, qui relevait vraiment d'une sorte de dérive sectaire autour du judaïsme. Je ne suis pas assez versé dans ça pour savoir à quel point, mais bon, ça paraissait super bizarre. Donc, elle était dans ces milieux-là, elle traînait dans ces trucs-là. Et c'était un peu troublant. Mais j'ai jamais réussi, j'ai choisi de ne pas me faire des théories sur ces choses-là. C'est une personne bizarre, mythomane, et qui récupérait les dossiers de beaucoup de gilets jaunes, dossiers médicaux, dossiers juridiques.
Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui, dans son entourage, d'ailleurs, parmi les choses qui me sont arrivées, il y a Francis Lalanne, qui a déposé plainte à la Cour pénale internationale contre Emmanuel Macron pour crime contre l'humanité, et il a fait une fausse signature de moi sur ma garde à vue, parce que SOS-ONU s'est rapproché de moi lors de ma première garde à vue, et les documents de plainte que j'ai déposés pour l'IGPN étaient également entre les mains de SOS-ONU, je leur avais montré. Et ces documents se sont retrouvés, comme par enchantement, dans la plainte de Francis Lalanne contre Emmanuel Macron à la Cour pénale internationale avec une fausse signature de moi. Pas une vraie, une fausse. Ce n'est pas ma signature. Le document ayant été rendu public, j'ai vu ça et j'ai porté plainte contre Francis Lalanne. J'attends encore, ça fait 2 ans. C'est énorme. Voilà. Mais c'est une question que je me suis souvent posée. Comment des célébrités ou des artistes comme Francis Lalanne ou Jean-Marie Bigard ont pu se retrouver dans ce mouvement et amener au final une pensée complotiste. Parce que la pensée complotiste devait déjà être là avant, mais l'ont-ils amplifié? C'est ça aussi la question qu'on peut se poser. Ou ont-ils été influencés par celle-ci? Moi, sur Francis Lalanne, j'ai une anecdote. Je Mhm. le connaissais pas très bien, je n'étais pas fan de sa musique, mais j'avais vu une vidéo qu'on m'avait envoyée de lui. Je crois que c'était, je sais plus si c'était RTL, Sud Radio, je sais plus où il était passé, mais qui datait de 2008 ou 2009, un vieux truc. Il avait été candidat déjà au présidentiel il y a très longtemps, je crois. Et ouais, et quand il avait été candidat, alors je sais pas si c'était au présidentiel ou à autre chose, en tout cas quand il avait parlé de politique à l'antenne, où il s'était intéressé à la politique, et il avait eu un discours qui m'avait énormément plu et que je partageais à tous mes potes et que je trouvais génial. Et où il disait que les politiciens, bah, ils étaient tous dans leurs intérêts économiques personnels, etc., etc. Ils sont tous corrompus. Et que lui, si jamais on le lâchait, lui, il est chef d'entreprise, il est petit chef d'entreprise, il a son petit truc. Ce qu'il aimerait faire, c'est un audit des dépenses publiques et vérifier comment l'argent public est employé. Et moi-même, étant confronté à des dépenses publiques extrêmement bizarres à l'université de Nice, comme par exemple le président de l'université Albert Marouani, qui pour le rayonnement de l'université de Nice se rendait quasiment une fois par mois en Australie, aux frais de l'université, alors que son fils s'y trouvait, je me disais que l'argent public, l'argent de nos impôts, servait parfois à des choses bizarres. Et que ça aurait été bien que, effectivement, on vérifie un peu plus comment l'argent public est déployé par des personnes qui ont les moyens de le dépenser, qui sont dans les conseils d'administration, etc., etc. Et donc, il avait un discours, bon, qui peut paraître un peu populiste, effectivement, mais qui m'avait touché et que je partageais beaucoup autour de moi. Et j'aimais beaucoup Francis Lalanne uniquement à cause de ça, sans connaître le personnage plus que ça. Je ne connaissais Francis Lalanne que pour 5 minutes de vidéo que je trouvais génial. Voilà. Oui, Et et on puis, n'était pas à l'époque du Covid, du coup. on n'était pas à l'époque du Covid, on était 15 ans avant, quoi. Donc voilà, donc c'était ma seule connaissance de Francis Lalanne, et je trouvais ça très drôle. Il bouffait une orange, il balançait l'orange sur le journaliste, enfin c'était... Voilà. Il s'énervait contre tout le monde, et je trouvais ça très drôle. Voilà, donc voilà, je me suis dit, quand j'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a dû vivre des détournements de pognon, comme j'en ai vécu, j'en ai vu des détournements de pognon. Alors, je peux pas dire détournement de pognon directement, parce que sinon c'est diffamation ou je sais pas quoi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Du service public qui déploie mal son argent avec des personnes dans les CA qui font ce qu'ils veulent. Et, et je pense qu'il a dû en vivre aussi pour avoir ce discours-là. Et je pense que ça instaure une forme de défiance, une forme de ras-le-bol, une forme de... Et c'est cette première étape, je pense, qui ouvre la porte à ce populisme, à ce complotisme, à cette manière de se comporter. Et j'ai retrouvé dans le discours actuel de Francis Lalanne, j'ai retrouvé les origines dans cette vidéo-là, en fait, que j'aimais bien pourtant. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui était extrêmement déçu par les institutions, par les détournements de pognon qu'il a dû voir, qu'il a dû pointer ci ou là, et qui ensuite se dit, mais ils sont tous pourris, j'ai confiance en personne, et qui du coup n'arrive même plus à faire confiance lorsqu'ils disent il faut vous faire vacciner, et qui se dit non mais c'est pas possible, c'est le même gars qui a piqué tant de pognon, qui tape dans la caisse, qui fait ci, qui fait ça, qui me dit maintenant de me vacciner. Non, je lui fais pas confiance. Et je pense que c'est comme ça que ces personnalités-là rentrent dans le complotisme. À côté de ça, les Bigards, les Lalanne, etc. se revendiquent d'un côté populaire et parfois populiste, comme on dit. Il faut faire la distinction entre les deux, il faut faire attention, hein.
Le populisme, hein, c'est d'aller dans l'extrême de l'incompétence, finalement, de dire, même quand on connaît rien du sujet, on va juste dire ce que les gens C'est ce pensent comme que ça, l'autre veut entendre, voilà. ouais, ce que les gens veulent entendre, mais sans qu'ils ne maîtrisent le sujet. Or, il y a une grosse différence entre une personne qui décide de s'intéresser à un sujet et qui va finalement maîtriser le sujet au bout d'un certain temps. Son discours va être très différent du discours qu'elle tient si elle ne maîtrise pas le sujet et si elle dit des paroles en l'air qu'on dit Bien au sûr. bar ou au café du coin. Toutes les opinions ne se valent pas, on le sait bien. Et je pense que c'est pas lié à la personne. C'est-à-dire qu'une même personne peut avoir des opinions très très foireuses au début, et lorsqu'elle se met à s'intéresser à un sujet, va finalement affiner son jugement. Et donc c'est pas, c'est une mauvaise idée de l'attribuer à la personne, c'est beaucoup plus le temps consacré à la Oui, bien thématique. sûr, ben, il y a des nuances en fait, et puis tu ne peux pas apprendre un savoir d'un claquement de doigts. Donc il y a forcément une temporisation de l'apprentissage, de la. Moi, j'ai un côté, bon, notre association, ceux qui nous suivent le savent, on a un côté self-défense. Et on peut te ramener ça à la self-défense. Quand tu commences à pratiquer, tu ne peux pas connaître toutes les choses qu'il y a à savoir. Donc au début, on va t'apprendre des choses, tu vas les répéter, les répéter, les répéter. C'est la répétition qui va faire que tu vas commencer à les maîtriser. Voilà. Exactement. Ouais. Donc, si on te prend à un moment donné, comme on dirait, toutes les ceintures noires ont été ceintures blanches à un moment donné. Moi, j'irais Ou même au-delà. ceintures Je pense vertes. que, on est peut-être plus. Il y a des ceintures noires et des ceintures blanches. Je suis d'accord avec toi. Il y en a qui savent faire mieux que d'autres. Mais je pense que même les ceintures blanches ont les compétences nécessaires pour s'en sortir. Et c'est souvent beaucoup plus une question de fainéantise et de temps attribué qu'une question de capacité. C'est C'est-à-dire que ça. les gens ont la capacité de vérifier l'information, mais ne prennent pas le temps de le faire parce qu'ils n'ont pas le temps, parce ils préfèrent aller au resto, faire une soirée, etc. et qu'ils ont 2 minutes à accorder à l'information. Et parce que, est-ce qu'ils ne sont pas flattés quelque part, enfin, en tout cas, est-ce que le cerveau n'est pas flatté d'avoir une croyance facile à assimiler, hein, souvent monocausale, hein, la cause, c'est ça, hein, c'est parce qu'ils sont tous coupables en face, c'est Big Pharma. On sait que le cerveau, il aime bien le monocausal plutôt que la complexité, hein, parce que le Ah, cerveau. ça permet aussi de ne pas avoir une question ouverte. C'est-à-dire qu'on aime bien fermer une question. Si moi je veux, si mon intérêt principal n'est pas ce sujet-là, si mon intérêt principal c'est un jeu vidéo que j'ai envie de jouer toute la soirée, voilà. Bah, ce sujet-là, j'ai envie de l'évacuer en fait. Ça me fait perdre mon temps de parler de ça. Donc du coup, je vais essayer d'évacuer le sujet le plus vite possible. Et donc, en essayant d'évacuer le plus vite possible, je vais le moins loin possible. Et donc, dès qu'il y a une explication plus ou moins satisfaisante, facile, rapide, je la prends et je vais jouer à mon jeu vidéo. Et je pense que Très belle c'est, image. ouais, et je pense que ça joue énormément aussi, c'est-à-dire cette envie de s'intéresser à. Et donc, moi, je recommande une petite autodiscipline, j'en profite pour placer ça, c'est de se dire, bah, plutôt que de vouloir clore le sujet, on peut très bien le mettre de côté et dire, ce sujet, j'ai pas envie de m'y intéresser. Ce qu'on Point appelle barre. la suspension de jugement dans notre partie. Exactement, cette fameuse suspension de jugement, mais plus que de la suspension de jugement, l'absence de jugement. C'est-à-dire, je ne m'intéresse pas à ce sujet, j'ai pas de temps à y consacrer, je préfère jouer à World of Warcraft. Voilà, enfin, c'est. Et après, Et le après dire, quoi. comme je dis toujours, si tu me permets, je suis en train de faire une vidéo là qui n'est pas encore sortie, parce que j'ai un peu voilà, de retard, mais je suis en train de faire une vidéo sur les opinions où justement je dis ça. Et je prends dans la vidéo l'exemple, bah, tant pis, ce sera une primeur parce que celle-ci sortira avant. Je prends cet exemple où, par exemple, un pote vient te voir et te dit t'as vu le film avec Tom Cruise? Voilà. Allez, j'invente Top Gun 2, tiens. Tu l'as pas vu le film, mais tu vas avoir du mal à ne pas avoir d'opinion. Donc, ce que tu vas faire, tu vas aller chercher une opinion sur autre chose. Ah ouais, mais tu sais, Tom Cruise, moi je l'aime pas, ou au contraire, ah ouais, en tout cas, lui, j'ai pas vu le film, mais alors lui, il est génial. Parce qu'on a du mal aussi à rester sans opinion. Le cerveau n'aime pas les cases vides, il n'aime pas le vide comme la nature. Il a besoin, donc on a tous besoin d'avoir une opinion, même sur des sujets qu'on ne maîtrise absolument pas. Et je te rejoins, on devrait apprendre, et je le dis dans la vidéo, donc bah voilà, tu m'as soufflé une partie de ma vidéo. Merci beaucoup. Où je dis dans la vidéo, effectivement, on devrait essayer tous, autant qu'on est, les êtres les premiers d'ailleurs, on devrait des fois apprendre à dire, mettre du conditionnel, à mon avis, à mon idée, de ce que j'en sais, ou voir, comme tu dis carrément, dire, oh, ça, moi, Je sais pas. je connais rien, quoi. Ouais. Ouais, On a j'en le ai un droit peu de rien pas à foutre, en savoir. fait. C'est un sujet qui m'intéresse pas. Voilà, j'ai pas passé de temps dessus. C'est J'ai pas ça. envie de passer de temps dessus. Voilà, On reprend un peu la direction des Gilets jaunes, Oui, mon on ami va Ouais. reprendre la direction des, on va reprendre la Non, mais direction je des vois que Gilets tu jaunes. vois les paroles d'Alexander, et du coup, tu oublies que tu es aux commandes. Oui, c'est ça.
Non, mais je suis attentif, mais même quand c'est toi qui parles, je suis attentif et je vois les paroles. Hein. Je suis toujours comme ça avec les gens. Non, mais en même temps, il a des anecdotes et des histoires. Même moi, je les ai jamais entendues. C'est Donc forcément, intéressant. Ouais. on est subjugué, évidemment, et c'est super intéressant. Et c'est l'objet de la vidéo, donc tant mieux. Donc on en était après ta garde à vue. Voilà, donc il y avait tous ces collectifs dont j'ai parlé, après la garde à vue, qui me sont tombés dessus aussi. Hein. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce que toutes les personnes qui étaient en garde à vue avaient ces collectifs qui les démarchaient, qui leur demandaient ceci, cela. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu vraiment de très près. Et donc ça, c'est là que j'ai développé une forme de sympathie avec ces gens-là. J'ai essayé de les aider à se dépatouiller de ces faux collectifs. J'aurais dit faites davantage confiance à des choses institutionnelles. Amnesty, la Ligue des droits de l'homme, ce sont des associations reconnues. Collectif machin truc. Oui, d'accord, c'est pas, vous voulez pas de représentants, vous voulez pas de syndicats, vous voulez pas de machin. Mais en attendant, ils vous arnaquent. Donc, Travaillal. c'était, j'ai essayé un petit peu de les aider sur ça, de donner mon avis en tout cas, échanger un petit peu. Et puis ils ont aimé à la fois mes avis, ce que je leur disais. Et puis ils ont discuté avec moi, ils ont appris à me connaître, ils ont vu que je m'y connaissais, que j'avais un doctorat en biologie, et ils m'ont sorti ce dont ils étaient convaincus. Par exemple, que le gouvernement essayait de tous les tuer en secret, en cachant du cyanure dans les grenades lacrymogènes. Donc, et là, on est tous, excuse-moi, mais je précise pour ceux qui nous suivent, parce que comme on parle un peu dans tous les sens, et c'est le fonctionnement de cette vidéo qui veut ça, enfin de ce format, mais on est d'accord que là, on est toujours avant le Covid. Hein. On est avant le Covid, on est en mars 2019, avril 2019. Donc vas-y. En avril 2019, juste après ma garde à vue, les Gilets jaunes me disent « Écoute, voilà, le gouvernement veut tous nous tuer. Il a planqué du cyanure dans les grenades lacrymogènes. » Alors, ça s'appuyait sur un article de février 2019 où Raquel Garrido, France Insoumise, avait dit j'ai des symptômes très bizarres suite au gaz lacrymogène. Mon médecin traitant m'a fait un document qui atteste que ces symptômes sont compatibles avec une intoxication au cyanure. Et la réponse du syndicat des commissaires de police a été de se moquer de Raquel Garrido en disant, soi-disant, il y aurait un composant du zyklon B dans les gaz lacrymaux. Le zyklon B étant en fait du cyanure à haute concentration. Il y a un noyau, je ne sais plus quel métal, il y a un noyau positif au milieu, et il y a plein de groupements cyanure autour. Donc le zyklon B, en fait, c'est du cyanure, c'est à haute dose. Et le titre de l'article a été de déformer le propos de Raquel Garrido. Raquel Garrido a clairement dit « Mon médecin traitant a dit que j'avais des symptômes compatibles avec une intoxication au cyanure. » L'article a été Raquel Garrido dit qu'il y a un composant du zyklon B dans les grenades lacrymaux. Et il se moque d'elle. Comme et quoi donc, les médias ne font pas leur travail toujours. Et donc, le titre, c'est « Un composant du zyklon B dans les grenades lacrymaux », point d'interrogation. Sous-titre, Raquel Garrido affirme que... Voilà. Donc, c'est vraiment très déformateur, c'est manipulateur. Tout le monde s'est moqué de Raquel Garrido, tout le monde lui est tombé dessus. Il y a eu plein de moqueries. Et donc moi, au début, je me dis, oui, il y a de quoi se moquer quand même. C'est vrai que du cyanure dans les grenades lacrymo, bon, ça me paraît pas très réaliste. Mais de là à déformer les propos en disant zyklon B, en allant chercher le point Godwin comme ça, etc., je trouvais ça un peu abusé. Et les Gilets jaunes ont insisté et m'ont envoyé un résultat d'analyse d'une personne qui avait une intoxication au cyanure. Alors ça se mesure en France avec une analyse qui n'est pas une analyse cyanure, mais une analyse thiocyanate, un dérivé du cyanure. Voilà. Thio, ça veut dire soufre en fait. Cyanate, cyanure, donc SCN tout simplement, qui lui est présent pendant 2 semaines dans l'organisme, donc qui est filtré par les reins, et donc on peut détecter pendant 2 semaines. Alors que le cyanure, lui, il a une demi-vie très courte, il faut le détecter dans l'heure, sinon on ne le voit pas. Il est tout de suite transformé en thiocyanate. Donc, je vois l'analyse thiocyanate, la personne a 4 fois ou 3 fois le niveau normal, enfin vraiment un niveau très très élevé en thiocyanate. Il y a un niveau normal qui est indiqué sur l'analyse, moi j'y connais rien, hein. Je vois juste niveau normal temps, niveau dans le sang de la personne, 3 fois plus. Et je dis d'accord, bon 3 fois plus, le niveau normal était le niveau normal d'un fumeur. Alors je dis ça parce que le fumeur, il est exposé à du cyanure parce qu'il y a un peu de cyanure dans les cigarettes. Alors une cigarette, ça fait rien en cyanure, ça se verra jamais en thiocyanate. Par contre, comme il y a une demi-vie de 2 semaines et qu'on accumule pendant 2 semaines, quelqu'un qui fume une quinzaine de cigarettes par jour sur 2 semaines, il arrive à la dose de cyanure qui correspond à 15 fois 14, je n'ai pas le calcul en tête, à 150, 200 et quelques cigarettes. Voilà. Donc, 200 cigarettes, ça fait une dose de thiocyanate.
Une cigarette, ça fait rien. Et donc, là, je dis, bon, bah, ok, mais rien me dit que cette personne n'est pas une grande fumeuse. Alors, certes, elle dépasse de 3 fois le niveau maximum fumeur. Donc, il y a peut-être une autre source de cyanure. Mais rien me dit que ça vient des gaz lacrymaux. Il y a 2 semaines qui se sont écoulées. Et les gilets jaunes insistent, et me disent, oui, mais elle a rien d'autre, il n'y a aucune autre raison, et puis machin, et puis machin. Et puis je me dis, bon, cet angle-là ne permettra pas de débunker. Je vais aller par un autre angle. Ça me paraissait étonnant de se dire qu'il y aurait du cyanure dans les grenades lacrymo, et ça me paraissait aussi étonnant que ce soit une molécule secrète. Ils disaient tous que c'était secret, etc. Je tape gaz lacrymogène sur Google, Wikipédia. On voit la formule directement du gaz lacrymo. C'est pas secret, c'est loin d'être un secret. Le gaz lacrymogène utilisé en France, c'est le plus courant, c'est l'orthochlorobenzylidène malononitrile, à votre santé. Il contient en fait 2 groupements CN, qui sont des groupements cyanure. Mais quand ils sont attachés à une molécule, ils ne sont pas dangereux. C'est quand ils sont libres qu'ils sont dangereux. Et là, je me suis dit, tiens, il y a quand même le risque, parce que ces groupements cyanure sont là, qu'ils soient libérés et que ça pourrait provoquer une intoxication au cyanure. Donc Raquel Garrido dit peut-être pas que des conneries. Je vais sur tu commences à trouver un fondement possible. Voilà, je vais sur PubMed, je regarde les publications scientifiques, et là, je tombe sur les publications. Alors, il n'y a pas de toxicologie. PubMed, pour ceux qui ne connaissent pas, regroupement de publications médicales. Voilà. C'est tout ce qui est journaux revus par les pairs et référencés dans PubMed. Donc, c'est uniquement des publications scientifiques revues par les pairs. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes fiables, il y a beaucoup de fraudes, il y a beaucoup de problèmes, mais c'est au moins, ça a été publié par un scientifique académique, et ça a été revu par des pairs. C'est vraiment de... Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de toxicologie récente qui est faite. C'est-à-dire que plus personne ne s'intéresse à ces gaz lacrymaux qui ont été développés en 1928, entre les 2 guerres mondiales. Donc, évidemment, toutes les recherches ont été faites, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Donc, les études datent des années 50, 60, 70. De manière aussi très intéressante, les affiliations des personnes qui ont bossé dessus sont des affiliations pas académiques, mais militaires. Ils sont affiliés à des centres, alors Porton Down, vous pouvez regarder sur Internet, c'est la base secrète anglaise de recherche sur les armes chimiques. Donc tout de suite, on tombe dans l'arme chimique, dans le truc, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et en fait, ça a été étudié. Il y a même une thèse d'un sociologue historien qui a retrouvé des archives d'échanges de courriers entre les bases secrètes américaines et anglaises, et les Anglais disaient de ce gaz lacrymogène qu'il était pire que le gaz moutarde en termes d'irritation de la peau, à concentration identique. Ça veut pas, justement, on utilise des concentrations faibles, mais il faut avoir conscience que cette molécule, de manière irritante, a un pouvoir irritant supérieur au gaz moutarde à concentration identique. Donc c'est quelque chose qui est en fait une arme extrêmement violente. Et dans le cadre de la toxicologie, en modèle animal, ils ont fait des études très très poussées. C'est-à-dire qu'on va marquer au carbone 14 la molécule, ce qui permet de retrouver en sortie où se trouve le carbone 14. On va vérifier cet isotope en sortie. Donc on injecte du gaz lacrymogène, la molécule de gaz lacrymogène, l'orthochlorobenzylidène malononitrile, marqué au carbone 14 à une souris. Ça ressort principalement dans les urines et un petit peu dans la sueur. On va analyser ce qui se trouve, où se trouve le carbone 14, dans quelle molécule se trouve le carbone 14. Et là, on se rend compte que ça se trouve dans du thiocyanate, des molécules dérivées du cyanure, des choses comme ça. Donc, on montre que la souris, elle métabolise le gaz lacrymogène et le transforme en cyanure, et qu'il y a du thiocyanate qui est retrouvé dans les urines. Il y a aussi de l'acide chlorohypurique, qui est le reste de la molécule, sans le cyanure. Ces études n'ont pas été menées chez l'homme. Du moins, il n'y a pas de publication publique accessible sur l'homme. Il y a peut-être des choses militaires secrètes, je n'en sais rien. On ne saura jamais. Voilà. Par contre, si j'ai réussi à récupérer des documents publiés par des militaires américains, plus tard, c'est pas tout de suite, en mars 2019 que je les ai, j'avais divers journalistes qui me suivaient, et dès que j'avais un journaliste, je lui donnais les infos. C'est malheureusement Reporter qui l'a eu. Reporter, je ne suis pas fan de ce média, mais dans un article de Reporter, ils ont accepté de rendre public une étude qui est un mémoire de Master 2. Alors, excuse-moi, mais encore une fois, tu sais, je t'avais dit qu'on couperait des fois parce qu'on se met à la place des gens qui nous écoutent, qui ne savent pas forcément de quoi on parle, ce qu'on dit. Reporter est un média qui a souvent été mis en cause pour des études
Ok. Donc c'est un média militant écolo, pour être très clair. Voilà. Donc c'est un média qui va parler de réchauffement climatique, qui va parler de sujets comme ça et qui va suivre des militants sur des actions. Et ces articles-là sont plutôt bien faits, je dois le dire, hein. C'est-à-dire qu'ils vont pas traiter d'un sujet scientifique. Ils vont aller dans une ZAD et montrer comment un militant défend sa ZAD, se fait évacuer par la police, etc. Et puis à côté, ils ont parfois des articles scientifiques ou pseudo-scientifiques, où là, malheureusement, comme pour les OGM, on a connu des choses un peu bizarres avec Seralini, etc. Ils vont interviewer cette sphère-là. Donc c'est logique, je pense. C'est ce que je disais, c'est un média qui a malheureusement déjà eu maille à partir sur sa crédibilité, et donc forcément on ne peut pas lui accorder, comme beaucoup d'ailleurs, il faut aussi le dire, comme beaucoup d'autres médias, on ne peut pas lui apporter une grosse crédibilité. C'est pour expliquer le pourquoi tu dis reporter, j'avais pas trop confiance à ce média. Excuse-moi, on peut reprendre le... Ouais, à l'époque, j'avais confiance, en plus, je ne les connaissais pas plus que ça. C'est depuis la pandémie que je me suis rendu compte que sur la pandémie, ils racontaient n'importe quoi, que je me suis dit mince. À l'époque, je ne connaissais pas tellement Reporter, j'avais regardé 3-4 articles, j'avais trouvé ça cool, voilà. Et donc la journaliste, que j'ai trouvé très sympathique, a passé plusieurs jours à suivre mon sujet, m'a rencontré, etc. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai ce document-là, est-ce que tu veux bien le rendre public? Ça m'intéresserait qu'il soit rendu public par un média. Je peux le rendre public sur ma page Facebook, parce que j'ai déjà fait ça aussi, mais ce serait mieux que ce soit par un média. Il y aura moins de visibilité. Voilà. Et elle m'a dit, ok, pas de souci. Et en fait, donc, le document est accessible publiquement sur un article qui parle du cyanure dans les gaz lacrymogènes. Le titre, c'est Du cyanure dans les lacrymos, un biologiste l'assure. Et c'est un mémoire de master d'une chercheuse de non, elle n'est pas Edgewood, elle est à une autre base militaire américaine, j'ai oublié laquelle, Fort Detrick, je crois, un truc comme ça, enfin, une base militaire américaine, il faudra vérifier laquelle. Et dans cette base militaire, ils ont mesuré le niveau de cyanure libéré par les gonades lacrymogènes directement, parce que les gonades lacrymogènes, quand elles sont chauffées, ça dégrade la molécule déjà, et il y a du cyanure dans l'air. Et ils font des recommandations à la fin en disant que pour les soldats qui sont entraînés à l'exposition à ces gaz lacrymogènes, c'est extrêmement dangereux pour leur santé d'avoir des expositions répétées à des doses de cyanure comme ça, qu'il faut changer ces procédures, et que les soldats américains doivent modifier leur manière de faire leurs entraînements au gaz lacrymo, en recommandant des protections intégrales, etc., parce qu'il y a une absorption cutanée du cyanure. Donc c'est quelque chose où il y a des documents également dans le domaine public maintenant, où on voit le problème, qui est un problème de santé publique qui, pour moi, est à identifier. Je n'affirme pas que c'est la gravité de ce problème. Je ne peux pas vous le dire. Parce qu'il n'y a aucune étude épidémiologique qui est faite. J'ai aucune idée des conséquences de cette exposition au cyanure dans la population générale. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un niveau de cyanure qui n'est pas négligeable lorsqu'on Donc, en est fait, sur ce sujet, tu as le rôle de ce qu'on appelle le lanceur d'alerte. Exactement. Et c'est un mot qui me déplaît un petit peu parce que du coup, lanceur d'alerte, on est associé à tous les lanceurs d'alerte bidons. Oui, il y a les lanceurs d'alerte, et les lanceurs d'alerte. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, on se retrouve. C'est là que je vais justement continuer cette histoire des gilets jaunes parce que c'est un peu le fil conducteur. Donc, je suis allé j'ai fait des sauts dans le temps là. Je suis allé plus loin dans le temps, mais pour expliquer la problématique, parce que je pense que c'est important que scientifiquement les gens comprennent qu'il y a quand même un fond et que c'est pas, je suis pas un farfelu à ce niveau-là. Oui, et je mettrai plein de sources sur tous les articles, parce que moi j'en ai vu plusieurs, des articles sur ton debunk, je vais le dire comme ça, des gaz, des grenades lacrymogènes, avec des vidéos, des écrits. Je les mettrai dans la description, que ceux qui veulent aller plus loin là-dessus puissent y aller. Et puis on mettra aussi, bien sûr, ton blog, etc. Ouais, et je suis très ouvert d'ailleurs à ce que j'ai pu faire une erreur. C'est-à-dire que je suis demandeur, si jamais il y a des toxicologues ou des personnes qui sont compétentes vraiment dans le domaine, à ce qu'elles relisent mon dossier scientifique que j'ai fait. Alors, je l'ai fait publier par l'Association de toxicologie chimie de Paris. Le président de l'Association de toxicologie chimie de Paris, qui me critiquait dans la presse dans les premiers articles, qui a été interviewé par les journalistes pour dire que ce que je faisais était bidon, en quelque sorte, dans les tout premiers articles. Je l'ai contacté, je lui ai expliqué ce que je faisais, je lui ai montré mon travail, et il a choisi de dire, bon, écoute, en fait, tu as raison. Ce que je vais faire, c'est que je vais proposer à l'association de publier un dossier dont tu seras le premier auteur, et je me mettrai dernier auteur. Et donc, c'est un format test, c'est très long. J'ai fait une sorte de grosse revue toxicologique de tout ce qu'on sait sur les gaz lacrymaux, avec quelques apports supplémentaires, qui est disponible publiquement sur le site de l'Association de toxicologie chimie de Paris. Et donc, je suis très preneur, parce que ça, c'est un document vraiment scientifique, un peu complexe, donc je suis très preneur de la critique sur ce document-là. Je l'ai envoyé à des spécialistes,
juste pour préciser, je l'ai envoyé à Dan Cazzetta. Alors, je l'ai envoyé par mail, au culot, à différentes personnes, traduit en anglais. Je l'ai envoyé à un directeur de centre antipoison aux États-Unis. Je tairai son nom parce qu'il m'a répondu par mail qu'il n'a pas la latitude de s'exprimer publiquement, mais que c'est le meilleur document sur les gaz lacrymaux qu'il ait jamais vu. Donc ça, il faut me croire sur parole, je suis désolé, j'ai pas plus. Bon. J'ai par contre quelqu'un qui s'est exprimé publiquement, qui est Dan Cazzetta, donc qui était spécialiste à Maison-Blanche, agent secret, spécialiste des armes chimiques, chef des Chemical Corps, et qui a écrit un livre qui s'appelle L'histoire des armes neurotoxiques, de l'Allemagne nazie à la Russie de Poutine. Et donc, lui a fait une publication dans Nature, en comment, juste par son statut, parce qu'on lui ouvre les portes, en demandant l'interdiction des gaz lacrymogènes, suite à quelques échanges avec moi. Il m'a dit qu'il allait pour Wiley mettre à jour le livre de référence sur les armes chimiques, et qu'il ferait un paragraphe sur les gaz lacrymogènes spécifiques grâce à mon travail. Et ensuite, pour me remercier, on a échangé un petit peu, il m'a proposé d'être son traducteur. Et donc, je suis le traducteur officiel de Dan Cazzetta. Il y a un bouquin qu'on peut acheter aux éditions Matériologiques. Je ne touche aucun argent dessus parce que j'ai traduit ça juste pour la gloire, entre guillemets, parce que ça m'importait d'avoir une crédibilité scientifique, en fait. Et donc, j'ai trouvé un éditeur qui a accepté de le sortir parce que c'était un peu dur. Et je lui ai dit à l'éditeur, écoute, il n'avait pas beaucoup d'argent. Je lui ai dit, écoute, je le fais pas pour l'argent. Moi, je veux juste que ça sorte. Donc, je touche rien sur le truc. J'en fais juste la pub comme ça, entre guillemets. Je trouve le livre extrêmement intéressant. Donc, c'est aux éditions Matériologiques. Ça s'appelle Neurotoxique. Donc, c'est l'histoire des agents neurotoxiques. Et c'est quelque chose qui, à la fois, c'est vulgarisé suffisamment pour pas être trop scientifique. Ça parle de l'histoire des agents neurotoxiques, avec beaucoup d'histoires. Des opérations spéciales des Allemands nazis, etc., comment ils ont essayé de planquer leur programme d'armes chimiques, etc., etc. Et des tas d'informations sur la désinformation. Ça, je pense que ça intéressera les zététiciens, notamment les campagnes russes, parce que lui, il était très actif au moment de l'affaire Skripal, parce que là aussi, il y a du Novichok qui a été utilisé. Alors, l'affaire Skripal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espion russe qui était chef, qui était haut placé dans les hiérarchies de l'espionnage russe. J'invite à regarder les documentaires sur ça, il y a des super documentaires sur ce qu'il faisait, et qui a en fait un agent double qui donnait des informations à l'Occident. Il s'est fait gauler, il a été mis en prison, goulag, c'était la fin du monde, quoi. Enfin, voilà, il était très mal. Et puis, il y a eu un échange, un programme d'échange, parce que les Américains ont réussi je crois dans une ambassade, à identifier, dans l'ambassade russe, des espions russes, en fait. Ils ont identifié 5-6 espions, un truc comme ça, qui étaient en train de poser des micros quelque part, qui les ont tous arrêtés. Et il y a eu un programme d'échange où ils ont dit, bon, bah écoutez, nous, on a des espions russes, vous avez un double agent qui nous a aidés. Plutôt que de les garder enfermés et de les maltraiter, je vous propose un programme d'échange. On vous donne les 5, vous nous donnez Skripal. Et donc Skripal est venu s'installer en Angleterre, mener une retraite paisible de petit papy à Salisbury. Et puis un beau jour, dans l'actualité, il y a un homme et sa fille qui sont empoisonnés et qui sont entre la vie et la mort. Et en fait, c'était Skripal et sa fille Yulia Skripal qui étaient venus lui rendre visite. Et il s'avère que ces 2 agents du GRU, et donc c'est Dan Cazzetta était très actif dans ce travail-là, mais son ONG de renseignement open source, qui s'appelle Bellingcat, a réussi à identifier des vidéos sur le réseau VK, où on voyait la tête de ces personnes qui étaient présentées par RT comme étant des coachs sportifs touristes qui se promenaient à Salisbury, et qui en fait, et qui sont rendus près de la maison des Skripal, qui étaient les suspects numéro 1, et ben Bellingcat a réussi à retrouver des vidéos sur VK où ils recevaient des médailles de la part des services secrets russes et où ils étaient dans une école militaire des services secrets russes. Et donc, ils ont été confondus en quelque sorte. Il a été démontré que les Russes, des services secrets, ont fait une tentative d'assassinat. Ils ne l'ont pas tué parce qu'elle a survécu, mais ils ont fait une tentative d'assassinat sur Skripal en territoire occidental, ce qui est gravissime en quelque sorte. Voilà. Au niveau des traités internationaux, c'est très grave. Et Dan Cazzetta a également intervenu sur l'affaire de la secte Aum Shinrikyo. Donc c'est la secte de Yoko Asahara, donc c'est la secte Aum, c'est le gaz sarin dans le métro de Tokyo. Le métro Tokyo, voilà. Et donc il y a tout un chapitre dans cet ouvrage à ce sujet-là, où on apprend plein de choses, parce que justement Dan Cazzetta était le spécialiste de la Maison Blanche des armes chimiques à l'époque.
D'accord. Donc, du coup, il a travaillé sur ce sujet-là aussi. Bon, Donc, on mettra de toute façon les liens du livre et tout ça. Pareil, les liens dans la description. On les voilà, mettra. donc c'était pour donner un peu un background. Donc, c'est quelqu'un Non, qui non, a mais c'est super intéressant. ouais, Hein. C'est super qui a intéressant. Le problème, ce c'est que bagage-là, ça fait qui déjà a. 1h05 et on n'a pas fini sur les gilets jaunes. Donc, il serait On bien n'a que pas notre ami fini. Anis il reprenne la main sur les gilets jaunes, qu'on puisse